Et merci d'être resté quand même. Est-ce que vous avez des connaissances juridiques juste pour savoir avant ou pas du tout? Un petit peu? Non? D'accord. Alors, je vous parlerai un peu de certains aspects concernant le droit à la rencontre des nouvelles technologies. Et vous êtes tous, vous faites tous face à certains défis liés à l'intelligence artificielle dans votre vie. Parce que les logiciels de l'intelligence artificielle peuvent faire beaucoup de choses. Donc, ils peuvent évaluer nos préférences en ligne, par exemple, trier des candidatures pour des emplois, traiter les déclarations d'impôts, conduire même des voitures, établir des diagnosis médicales, évaluer des risques de récidive des délinquants, créer des œuvres d'art, etc. Elles peuvent aussi rédiger des contrats et prendre des décisions juridiques. Et on se rend compte tout de suite qu'il y a en fait deux thèmes qu'on peut aborder. Le premier thème, c'est l'intelligence artificielle comme défi pour le droit. Donc comment on adresse certaines de ces questions que je viens de mentionner. Mais si on regarde ce que je viens de dire à la fin, la rédaction des contrats, la prise des décisions juridiques, l'intelligence artificielle peut être aussi au service du droit. Donc on peut l'utiliser dans la prise des décisions, dans la rédaction des contrats. Donc on a, si on veut, deux blocs qu'on va regarder aujourd'hui. Le premier, l'intelligence artificielle comme défi pour le droit. Et le deuxième, l'intelligence artificielle au service du droit. Avant de commencer, vous avez probablement entendu ça plusieurs fois aujourd'hui déjà, juste pour ajouter une définition de l'intelligence artificielle. Donc on parle d'un système qui fait preuve d'un comportement intelligent en analysant son environnement et en prenant des mesures avec un certain degré d'autonomie pour atteindre des objectifs spécifiques. Et puis pour devenir un peu plus concrète par rapport aux questions qui nous intéressent, il y a plein de questions juridiques qui se posent autour du traitement des données, donc surtout des données personnelles. L'utilisation de ces données, la qualité des données qui est utilisée pour les systèmes d'intelligence artificielle. Les questions d'éthique aussi, parce que parfois, il y a des données qui sont utilisées, qui sont biaisées. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport aux résultats de l'application de cette intelligence artificielle quand les données sont biaisées? Et puis, une grande question qui occupe les juristes, c'est la responsabilité pour des préjudices qui sont causés par des outils d'intelligence artificielle. Par exemple, une voiture autonome. On va en revenir après. Mais c'est une grande question qui se pose. Une autre question qui se pose, c'est la question de la propriété intellectuelle. Vous savez tous qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle, par exemple, pour créer des images, pour créer des œuvres d'art, la musique. Et puis la question se pose aussi qui a les droits d'auteur par rapport à ces créations. Donc c'est tout un domaine en soi, si on veut, la discussion de la propriété intellectuelle. Une discussion qui a été menée aussi par les juristes, c'est la question autour de la personnalité robotique. Donc, est-ce qu'il faudra donner une personnalité propre à ces logiciels d'intelligence artificielle? L'opinion prédominante, c'est plutôt que ce n'est pas le cas, parce qu'il y a toujours des humains qui sont derrière ces logiciels, mais la question a été posée et c'est quand même une question intéressante également. Une chose qu'il faut dire aussi, c'est que le droit n'évolue pas aussi vite que l'intelligence artificielle elle-même. Donc vous avez beaucoup de logiciels, surtout ici en Suisse, ça bouge beaucoup, mais le droit doit encore rattraper le retard de comprendre qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle et comment en fait la traiter. Et si on regarde la pertinence de la question pour la Suisse, tout d'abord, il y a le plus grand nombre de brevets d'intelligence artificielle dans le monde par rapport à la population en Suisse. Le plus grand nombre d'entreprises d'intelligence artificielle par citoyen en Europe. Et donc, c'est clair que la Suisse est un des principaux centres de développement pour l'intelligence artificielle. Et l'intelligence artificielle est aussi un thème central de la stratégie numérique de la Suisse. Donc, par force, on s'intéresse en Suisse aux questions juridiques
par rapport à l'intelligence artificielle. Ce qui est intéressant, je pense, c'est qu'il y avait un rapport qui était fait il y a quelques années sur l'intelligence artificielle et les problèmes juridiques. Et le résumé qui a été fait, c'est que le cadre juridique général en Suisse est en principe assez approprié et suffisant pour faire face aux nouveaux défis de l'intelligence artificielle. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce constat parce qu'on a déjà vu qu'il y a des changements dans le droit qui sont faits et qui sont à expecter. Mais il y a des outils dans le droit suisse qu'on peut utiliser quand même pour adresser des problèmes d'intelligence artificielle. La question est juste, est-ce qu'ils sont suffisants? Est-ce qu'il faudra prévoir autre chose? Et surtout, en vue de l'activité législative dans l'Union européenne. Parce que la Suisse doit s'intéresser à ce qui se passe dans l'Union européenne. Et l'Union européenne a pris un peu le bâton pour la réglementation de l'intelligence artificielle. Il y a maintenant un règlement, le AI Act, qui en fait adresse la question de comment réglementer le AI selon des catégories de risques de ces logiciels. Et c'est une législation assez compréhensive. La première, en fait, assez compréhensive législation. Et suivant ses activités au sein de l'Europe, la Suisse, bien sûr, doit regarder qu'est-ce qu'elle devrait faire. La même chose pour d'autres pays, les États-Unis, etc. Donc il y a plusieurs juridictions, ou toutes les juridictions, si on veut, qui s'occupent de ces questions en ce moment. Le but de cette réglementation dans l'Union européenne, c'est le développement des systèmes d'intelligence artificielle qui sont dignes de confiance, qui respectent les valeurs et les règles de l'Union européenne. Et ces valeurs et règles sont similaires à ceux qu'on connaît en Suisse. Déjà, par exemple, il y a beaucoup de législation, comme vous le savez, suisse, qui est modelée selon le modèle européen. Par exemple aussi la législation en matière de responsabilité du fait des produits. En Europe, il y a aussi une nouvelle proposition de directive sur la responsabilité en matière de l'intelligence artificielle pour simplifier la vie aux personnes ou aux utilisateurs qui ont souffert des dommages. Et donc, il y a beaucoup de développements récents dans le domaine. En Suisse, on veut proposer des approches réglementaires dans le domaine bientôt, qui sont bien sûr compatibles avec la législation européenne. Et puis, on attend ou on planifie de créer les premières bases de réglementation à partir de 2025. Il y avait déjà certains changements dans certains domaines. On va y revenir par rapport aux voitures autonomes, parce que là, il y a déjà quelques mouvements plus rapides, donc il fallait adresser cette question. Mais il y a toute une réglementation à expecter sur l'intelligence artificielle dans un futur pas très longtemps. Maintenant, je veux juste vous donner quelques exemples pour le rendre un peu plus intéressant pour vous, les questions de droit. Et je parlerai tout d'abord des défis que l'intelligence artificielle pose pour le droit. Et un exemple, c'est le recrutement, donc les logiciels que vous pouvez utiliser pour recruter des employés. Et c'est des logiciels qui peuvent faire un tri des CV. Et le problème, vous pouvez vous imaginer que ça peut poser problème si la sélection est faite sur la base des critères qui sont discriminatoires. Et en fait, disons en soi, les logiciels de l'intelligence artificielle sont neutres dans le sens qu'ils ne connaissent pas de préférence pour l'embauche des candidats selon des critères particuliers. Donc, à la base, le système est neutre. Mais après, le système reçoit des données qui sont quand même, qui ont été regardées par des humains. Et donc, c'est des mégadonnées collectionnées auprès des humains qui peuvent être biaisées d'une certaine manière. Et le problème qui se pose, si maintenant il y a des éléments discriminatoires dans ces logiciels, l'impact est beaucoup plus grand. Donc, si vous, comme être humain, vous discriminez une fois par rapport à un employé futur, c'est dommage, ça ne devrait pas se passer comme ça, mais l'effet n'est pas si grand. Mais si un logiciel
est basé sur des données qui sont biaisées, l'impact est beaucoup plus grand parce qu'il y a plusieurs employés qui seront touchés par le même problème. Et donc, il y a des règles en droit suisse et dans d'autres droits nationaux qui protègent contre la discrimination, mais là, il y a aussi parfois des discriminations cachées. Si vous utilisez, par exemple, des variables de substitution dans le programme, par exemple, vous indiquez comme critère 20 ans d'expérience professionnelle pour faire le tri entre les employés, et ça veut dire par force que vous identifiez certaines personnes qui ont un certain âge et pas d'autres. Ou bien vous regardez le code postal des personnes qui appliquent pour le poste et peut-être vous pouvez faire un tri ou tirer des conclusions sur le statut socio-économique de ce candidat. Et donc il y a des collègues qui ont regardé ces problèmes et qui ont constaté qu'il y a un problème pratique ici et que ces systèmes, malgré le fait qu'ils pourraient être neutres, ne le sont pas forcément, et quand ces systèmes discriminent, ils le font de manière à une échelle assez large. Ici, il faudra en fait plus de transparence, des règles sur comment documenter les conceptions et décisions qui étaient prises pour la création de ces logiciels. Et on peut déjà voir que ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'avoir une certaine réglementation de l'intelligence artificielle, de regarder les logiciels selon aussi les catégories de risques, comme le fait l'Union européenne. Et on peut aussi réfléchir sur le renforcement de la protection contre la discrimination par d'autres moyens, par exemple des procédures de recours collectif qu'on pourrait initier une fois qu'on a constaté une discrimination. Le deuxième exemple sont les voitures autonomes. Et les voitures autonomes devraient nous intéresser en Suisse parce que là, il y a des changements qui s'annoncent. Le cas problématique est clair. Une voiture autonome ne reconnaît pas une moto, une autre voiture, un piéton qui avance peut-être lentement et puis il y a un accident. Le problème qui se pose, c'est bien sûr qui est responsable. Est-ce qu'on a des règles suffisantes pour la responsabilité des conducteurs? Et est-ce que c'est le conducteur? C'est qui est responsable en fait? C'est la personne qui a construit le logiciel qui est utilisé dans cette voiture. Donc il y a plusieurs questions qui se posent. Ce qui est intéressant du point de vue suisse, c'est qu'on veut autoriser les assistants à la conduite de niveau 3 et 4, je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça signifie, à partir de 2025. Ça veut dire que ce sera permis que le conducteur retire ses mains du volant dans certains scénarios prédéfinis. Et aussi, une voiture peut par exemple manœuvrer sur un parking sans conducteur. Et bien évidemment, c'est un cas qu'on n'a jamais eu, donc il faudra voir est-ce que les règles sur la responsabilité qui existent sont suffisantes, est-ce qu'il faudra d'autres règles. Et là, a priori, on a des règles dans le code d'obligation qui portent sur la responsabilité civile, qui sont basées sur une responsabilité pour faute. Là, on a souvent des problèmes de preuve, mais on a aussi la loi suisse sur la circulation routière qui prévoit une responsabilité objective pour les détenteurs de véhicules pour les dommages qui résultent de leur utilisation. Et il y a certaines exceptions, certaines possibilités d'exonération. S'il y avait une force majeure, par exemple, où la personne lésée, un tiers, avait en fait causé l'accident. Mais s'il y a une faute de la part des conducteurs, il n'y a pas d'exonération. Et le problème qui se pose maintenant, c'est que ce système autonome, qui était défectueux parce qu'il n'a pas détecté la voiture ou la personne qui était blessée, sont intégrés au véhicule. Et donc, du coup, les détenteurs du véhicule sont responsables pour le véhicule. Et là, bien sûr, il faut aussi réfléchir. Alors, si maintenant on introduit des nouvelles options d'utilisation des voitures autonomes, il faut changer certaines règles, certains devoirs des conducteurs, des détenteurs des voitures. On a changé la loi sur la circulation routière et on est en train de créer un nouveau règlement pour adresser ces questions.
Une autre chose qu'il faut adresser, c'est la loi sur la responsabilité du fait des produits, pas uniquement pour les voitures autonomes, mais de manière générale, parce que les logiciels qui sont les logiciels d'intelligence artificielle sont des produits qui peuvent causer des dommages comme d'autres produits. Et le problème qui se pose ici, c'est que selon les règles normales, sur un produit que vous pouvez acheter, je ne sais pas, un chauffage mobile que vous pouvez installer à la maison, par exemple, on regarde si le produit est défectueux au moment où on l'a mis sur le marché. Et ici, on a un problème avec l'intelligence artificielle parce que ces outils apprennent et donc ils changent. Et du coup, le produit, une fois à évoluer, n'est pas forcément le même produit. Donc il faut aussi, du point de vue du droit, adresser cette question pour garantir qu'il y a quand même encore une responsabilité, même si le logiciel a évolué déjà. Et là, on a des changements qui étaient faits au niveau du droit de l'Union européenne. Donc la directive sur la responsabilité du fait des produits a été changée déjà et la Suisse va bien sûr devoir regarder les changements qui se sont faits au niveau de l'Union européenne. Donc c'était juste 2 exemples pour expliquer les défis qui se posent par rapport à l'utilisation de ces outils. Maintenant, j'aimerais bien parler d'un autre sujet que je trouve assez intéressant et aussi assez important pour nous comme juristes. C'est l'usage de l'intelligence artificielle au service du droit. Donc là, on parle d'un scénario complètement différent. Donc on parle de la question, est-ce qu'on peut rédiger des contrats à l'aide de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'on peut faire la recherche juridique par le OpenAI, par exemple? Est-ce qu'on peut trier des moyens de preuve avec un logiciel d'intelligence artificielle? Et puis, il y a des questions très particulières qui se posent sur la justice prédictive. Donc, est-ce qu'on peut utiliser cette intelligence artificielle pour prédire une décision en justice? Donc, est-ce qu'un juge, un avocat pourrait poser la question à un tel logiciel de dire « j'ai un cas avec tel fait, tel scénario ». Quelle est la chance de succès, en fait, de cette procédure si je l'amène devant un tribunal? Quel est le résultat? Et là, on peut penser très loin, dans le sens qu'on pourrait aussi laisser la machine prendre la décision. Et donc ça, c'est très intéressant pour nous, mais ça pose beaucoup de problèmes, comme vous pouvez l'imaginer. Maintenant, la question qui se pose, que je prends comme exemple, c'est le chat GPT, parce que là, vous avez tous, je pense, utilisé déjà le chat GPT. Non, pas vous? D'accord, mais tous les autres, d'accord. Alors, maintenant, le programme est bien sûr fascinant. Donc, on utilise le programme, il rédige des poèmes, des chansons, je ne sais pas quoi. Mais la question est, est-ce qu'on peut l'utiliser aussi pour des questions de droit? Et le problème, c'est que, premièrement, c'est un Large Language Model, c'est la description de cet outil formé sur l'ensemble de l'Internet. Ça veut dire que ce n'est pas spécifique pour le droit. Donc il y a beaucoup de données qui sont utilisées, mais ce n'est pas spécialisé en droit. Et en fait, en réalité, si on veut l'utiliser pour le droit, il fallait que ça soit plus adapté aux questions juridiques. Et il y a des systèmes qui sont développés, de legal tech, qui font ça. Et donc, mais si on utilise le chat GPT, et on le dit aussi à nos étudiants, c'est assez intéressant parce que le logiciel vous donne des réponses aux questions qui sont superbes. Donc, il invente des résultats parfois des auteurs, des livres ou même des lois. Et ils ont testé ça en Allemagne, par exemple. Le logiciel avait inventé une loi avec un nom super long. Et les Allemands n'ont pas vraiment réagi parce que toutes les lois ont des noms super longs. Donc ça paraissait vraiment très réel, mais c'était inventé par ChatGPT. Donc il faut vraiment faire attention quelles sont les informations qu'on trouve. Et je ne sais pas si vous avez entendu du Chinese Room Experiment. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Donc c'est un expériment intéressant qui explique un peu le fonctionnement de ChatGPT. Donc c'est une personne qui se trouve seule dans une pièce et qui applique un programme pour répondre à certains caractères chinois qui étaient glissés sous la porte de cette pièce. Donc elle voit les caractères, comprend rien du tout.
applique le programme et renvoie des caractères chinois qui font un sens. Donc la personne en dehors de cette chambre, elle pense que la personne dedans parle le chinois, mais elle n'a aucune idée. Et c'est un peu la même chose avec le ChatGPT. Donc le programme peut être génial, mais c'est vraiment pas une intelligence, c'est pas une conscience, disons. Donc le programme n'est pas conscient de ce qu'il fait. Et il faut se rendre compte de ça quand on utilise le programme. Et j'ai un peu regardé aussi, fait des tests aujourd'hui. Pour aujourd'hui, par exemple, si on pose la question programme, écrit une publicité pour le Digital Dreams Festival. C'est intéressant parce qu'ils sortent un truc intéressant, mais vous pouvez déjà regarder le slide, vous allez constater qu'il y a plusieurs fautes. Déjà, vous êtes là aujourd'hui et pas le 20 octobre, et vous êtes sur le campus de l'UNIL et pas au palais de Beaulieu. Après, vous avez une description que vous pouvez utiliser, hein, c'est pas mauvais. Mais ce n'est pas forcément la description qui était prévue par les organisateurs du festival. Aussi, là, un slogan, là où le futur prend vie au Digital Dreams Festival. Donc, c'est intéressant, mais je ne sais pas si quelqu'un a pensé à ça. Mais le chat vous propose des choses qui sonnent super bien, mais qui ne sont pas forcément correctes sur les faits. Là aussi, si vous regardez, il vous propose tout un programme avec des conférences inspirantes. Ça m'a fait rire, parce que comme je donne une, après le hackathon créatif, je ne sais pas, il y a certainement des choses qui ne sont pas prévues ici, mais on a l'impression que c'est vraiment la description de ce festival. Ça, juste pour vous dire qu'il faut faire attention quand vous utilisez ce programme, parce que les informations ne sont pas forcément correctes. Maintenant, la question se pose, malgré ces défis, est-ce qu'on peut utiliser ces modèles pour la rédaction des contrats? Et maintenant, c'est-à-dire, on peut, mais il faudra quand même faire attention qu'on utilise un programme de ce genre qui est spécialisé dans le domaine du droit des contrats. Parce que vous pouvez acheter des programmes qui sont beaucoup plus adaptés au vocabulaire juridique, à la recherche juridique, à l'identification des problèmes juridiques que ChatGPT. Par exemple, il y a le Legatis qui propose un legal tech qui est formé au droit des contrats et à la rédaction des contrats. Et ça, c'est très utile parce que du coup, vous n'êtes pas obligé vous-même de vous remettre en train de rédiger un contrat nouveau pour un scénario qui existait déjà au passé. Donc vous pouvez juste vous laisser faire inspirer par les données qui existent déjà et puis indiquer exactement au programme quel type de contrat, quel problème, quelle clause, etc. L'avantage est également que le programme contrôle s'il manque quelque chose. Et là, ça devient intéressant parce que vous ne voulez pas oublier des clauses sur la limitation de la responsabilité, par exemple. Et puis, il faut savoir, est-ce que le contrat est complet? Et aussi, est-ce qu'il y a peut-être quelque chose dedans qui n'est pas valable? Une clause qu'on ne peut pas utiliser selon un droit particulier qui s'applique à cette relation contractuelle. Donc, c'est assez utile, mais il faut quand même faire attention. Si on utilise, par exemple, seulement le ChatGPT, le OpenAI qui existe. Mais je dois dire, pour ce type d'exercice, et ça vous pouvez contrôler vous-même, le programme est en fait pas si mal que ça. Parce que là, vous avez beaucoup d'informations sur ces types d'accords. J'ai pris l'exemple d'un accord de confidentialité. Et là, quand vous regardez le contenu, c'est plutôt pas mal du tout. Mais la raison, c'est aussi parce qu'il y a des modèles de ce type de clauses qui existent très fréquemment sur Internet. Et donc, vous avez beaucoup d'inspiration pour, en fait, ensuite créer un tel... le programme a beaucoup d'inspiration pour créer une telle proposition. Et c'est assez complet, avec beaucoup d'indications qui vous aident à vraiment rédiger ce type de clauses, avec des définitions des différentes obligations, les exclusions, le retour des informations, la durée de ces obligations de confidentialité, la loi applicable, etc. Donc, c'est très juridique, je ne vais pas vous embêter avec les détails, mais le résultat est plutôt pas mal. Mais par contre, le problème qui se pose toujours, et là notamment par rapport
à la législation et aux différents arrêts, à la jurisprudence, c'est le moment auquel on a mis les données dans le programme. Parce que là, par exemple, si on pose la question au programme, est-ce que l'intelligence artificielle est réglementée en Europe? Le programme a beaucoup d'informations, mais n'est pas à jour. Donc vous voyez ici, en avril 2021, il ne parle pas de 2022, 2023 ou 2024. Donc là, il faut faire attention aussi, et aussi en vue de l'usage de tels programmes pour la prise de décision, qu'ils peuvent être basés sur des données qui ne sont pas à jour, en fait. Maintenant, je vais juste, et après je finis, parler encore sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans la transformation du secteur judiciaire, donc l'utilisation dans la justice. Là, une chose pourrait vous intéresser de manière générale. Il y a beaucoup d'efforts qui sont mis dans la digitalisation de la justice en ce moment. Donc, il y a tout un programme qui s'appelle Justitia 4.0 en Suisse, qui vise en fait la digitalisation de la justice. Ça, d'ici en fait 2026, on veut introduire les dossiers électroniques, permettre la communication électronique entre parties et autorités. Donc, on va digitaliser la justice d'une manière très compréhensive. On développe aussi le Online Dispute Resolution. Donc, la digitalisation de la justice, c'est une des tâches pour le futur prochain. Et vous avez des logiciels qui existent aussi déjà, qu'on peut utiliser pour la gestation des preuves, par exemple dans les procédures, ou bien des logiciels prédictifs, et là ça devient intéressant, pour regarder si en fait on peut faire des prédictions sur une décision judiciaire. Il y a des logiciels qu'on peut utiliser. Ça, c'est juste un exemple pour vous qui s'appelle Lex Machina. C'est un outil qui s'était développé en relation avec Stanford University. Et vous voyez ici que vous pouvez poser beaucoup de questions à ce programme sur les risques associés avec un litige contre une partie particulière. Vous pouvez poser la question dans combien de procédures cette partie a été impliquée, comment les juges ont décidé, le juge qui est responsable pour ce cas. Est-ce que la partie est peut-être prête à faire un compromis, ou est-ce que c'est une partie qui va vraiment jusqu'au bout avec un litige? Donc il y a plusieurs informations qu'on peut introduire dans ce système. Et ça nous amène en fait à la question encore plus loin. Est-ce qu'à un moment donné, on va peut-être pouvoir vraiment laisser un tel outil prendre une décision? Mais là, il y a quand même encore beaucoup de questions. Donc, j'ai déjà parlé de la fiabilité de l'ensemble des données qui sont utilisées, l'actualité des données également. Parfois, on n'a pas accès à tous les dossiers non plus. Donc, surtout dans l'arbitrage commercial, par exemple, les cas ne sont pas publics. Et donc, il y a des décisions qui étaient prises qu'on ne connaît pas ou que le logiciel ne va pas connaître. Et parfois, et on a testé ça aussi, surtout aux États-Unis, parfois, on utilise un outil pour prédire un résultat d'un litige et le résultat, la prédiction, elle est assez correcte, mais elle a été prise sur la base des données qui n'ont aucun sens. Donc, c'est par hasard, en fait, que le résultat est correct, mais le logiciel a visé des données qui ne sont pas du tout pertinentes pour le cas. Et donc, il y a beaucoup de différentes questions qui se posent. Aussi la question, par exemple, est-ce qu'on peut utiliser un outil pour une prédiction dans les cas où le juge a une discrétion? Parce que là, ça devient compliqué. Donc, si le juge a une discrétion, vous avez cet élément humain, et le juge doit en fait utiliser toute son expertise pour ensuite trancher cette affaire, et puis on ne peut pas vraiment le remplacer. Il y a aussi beaucoup de questions de transparence. Est-ce qu'il faut expliquer aux parties qu'il y a un outil AI qui était utilisé? Est-ce que les parties peuvent éventuellement à un moment donné choisir que leur cas est résolu par un logiciel? Ou est-ce que ces logiciels peuvent servir uniquement comme aide à la prise de décision? Donc là, il y a beaucoup de questions pour nous aussi auxquelles on n'a pas vraiment encore toutes les réponses.
Mais juste avant de finir, juste pour vous montrer l'usage de ces différents outils en pratique. Par exemple, les logiciels d'intelligence artificielle ont été utilisés pour la première fois l'année dernière dans les procédures pénales en Angleterre pour faire un tri des preuves dans un cas assez complexe. Et c'était une des premières affaires où on a vraiment utilisé un tel outil. Quand on regarde aux États-Unis, il y a un app qui s'appelle Do Not Pay. Je ne sais pas si vous avez entendu de cette app. Et c'était fait pour les cas où vous avez un ticket parce que vous avez dépassé la vitesse en roulant avec votre voiture. Et là, cette app apparemment peut être utilisée dans une procédure et vous guider à travers cette procédure, répondre en fait aux commentaires des juges qui l'entendent et puis guider la personne à travers cette procédure. Donc ça on l'a intitulé Robot in Court, c'est pas exactement vraiment ça, mais quand même c'est un outil qui est utilisé pendant une procédure. Et dernier point, quand on regarde plus loin, en Chine, il y a déjà des tribunaux spécialisés qui opèrent uniquement en ligne. Donc, c'est des tribunaux qui sont automatisés, donc disponibles 24/7, mais ils sont compétents uniquement pour certains types d'affaires. Et là, quand vous regardez ces types d'affaires, contrats de vente ou de services en ligne, prêts financiers conclus en ligne, propriété intellectuelle, responsabilité du fait des produits pour des produits qui étaient acquis par les plateformes de commerce électronique. Donc, c'est des cas qui concernent les consommateurs, souvent. Des cas peut-être aussi, souvent, qui ne sont pas d'une très haute valeur. Et là, en fait, on peut s'adresser à une telle juridiction et faire décider le cas uniquement en ligne. Donc, vous voyez la photo, vous avez une juge, disons, artificielle. Et c'est intéressant aussi que la vice-présidente du Hangzhou Internet Court a commenté sur ces développements et ils ont dit en fait, et je crois que c'est intéressant pour une discussion et c'est un point important, c'est une manière en fait d'accélérer la justice parce que si vous n'avez pas accès à la justice parce qu'il y a trop de cas de ce genre, ça ne vous sert pas. Donc une justice qui est trop lente, ce n'est pas une bonne justice. Et donc je crois qu'il faut quand même se poser la question, est-ce qu'il y a quelque chose là derrière tous ces développements parce que je me demande aussi, et là vous pouvez peut-être exprimer votre point de vue, mais pour des procédures de caractère administratif, les petits litiges d'une valeur pas très importante, je pense qu'un tel système pourrait avoir un avantage. Parce qu'un consommateur, je ne sais pas, vous qui avez acheté quelque chose, vous avez un problème, un défait et la valeur du litige serait 250 francs, qu'est-ce que vous faites? Donc vous n'allez pas forcément devant un juge, vous allez dire ah, tant pis, c'était pas ma meilleure journée, mais vous n'avez pas forcément envie d'adresser une telle question auprès de la justice. Et donc, je pense que pour ces cas, il y a une discussion à avoir dans le futur. Est-ce que les petits litiges avec des faits très simples, est-ce qu'on pourrait les traiter en ligne pour éviter des retards, pour éviter des coûts? Après, sur toute autre question, il y a beaucoup de discussions à avoir, mais je pense que là, il faudra peut-être commencer là en train de réfléchir et dire d'accord, là peut-être il y a quand même un avantage de l'intelligence artificielle pourvu que les systèmes sont contrôlés, réglementés suffisamment, ils sont transparents, on sait quelles données sont prises en compte. Mais je pense que c'est des développements qui sont assez intéressants, qui nous attendent. Voilà, donc en conclusion, on est au début d'une longue histoire et il y a beaucoup de questions qui ne sont pas encore résolues. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires peut-être surtout sur cette dernière question de remplacer un juge pour les petits litiges? Merci Eva.
C'était vraiment très intéressant. Ça donne le vertige quand vous parlez des tribunaux en ligne ouverts 24 heures sur 24 en Chine. Ça peut faire peur aussi. Juste avant de donner la parole au public, il nous reste à peu près 10 minutes. J'ai beaucoup de questions, mais je vais en faire seulement une. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des mécanismes de contrôle et de supervision autour de l'IA, notamment sur des secteurs critiques, la santé, la justice, les transports, le domaine militaire? On n'a pas abordé ce sujet. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, ça dépend des juridictions, premièrement. Dans l'Union européenne, on a maintenant le IA Act. Donc, il y a un contrôle qui vise les différents types de risques. Donc, il y a par exemple des logiciels qui pourraient être discriminatoires, qu'on ne peut pas du tout utiliser. Il y a des logiciels dans le domaine de la santé où c'est critique. Il faut qu'ils remplissent certaines conditions. Donc, c'est assez contrôlé. Et toutes les juridictions maintenant regardent un peu comment réglementer. Parfois, vous avez des lois sur la protection des données qui sont déjà assez strictes, et donc vous pouvez vous référer à cette législation pour des questions de transparence, pour des questions d'accord par rapport à la publication de vos données, etc. Mais on commence lentement à avoir une vraie réglementation. Et celle qui est la plus compréhensive pour l'instant, c'est celle à l'Union européenne. Comment reçoivent les entreprises technologiques ces réglementations? Est-ce qu'elles disent que ça les bride? On a une IA qui est de plus en plus omniprésente, performante. Qu'est-ce que vous en pensez, vous aussi, en tant que juriste, par rapport à cette réglementation? C'est un peu difficile pour moi de dire ça. Ça dépend, je pense. Je veux dire, il y a aussi certains logiciels qui ne sont pas du tout dangereux, pour lesquels il n'y a pas beaucoup de réglementation. Donc ça dépend vraiment des domaines, mais je pense surtout dans le domaine de la santé, on comprend les enjeux pour les personnes concernées. Non, c'est des droits humains qui sont en jeu. Et là, il faut accepter certaines limitations par rapport à ces logiciels. Donc, il faut évaluer en fait les intérêts de ceux qui sont concernés, et il y a des grands enjeux pour les personnes concernées. Donc, je pense que c'est logique de les protéger, mais bien sûr, ça devient un peu plus compliqué pour certaines entreprises. Ça dépend de ce qu'ils font ou ce qu'ils proposent. Mais oui. Très bien, on va passer aux questions du public. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Merci beaucoup pour cette intervention très intéressante. Peut-être juste pour répondre brièvement à la question que vous posez à la fin, moi je trouve intéressant l'idée d'avoir un juge en intelligence artificielle comme première instance, puis peut-être d'avoir une première décision et ensuite un pourcentage de chances de pouvoir la contester à l'instance supérieure humaine, qui permettrait effectivement peut-être de régler certains litiges, et puis que certaines parties disent ok, la décision de l'IA est suffisante et je ne vais pas la contester. Ma question, elle est effectivement pour ces situations où il y a un pouvoir discrétionnaire que vous mentionniez. Je pense à l'affaire des aînés pour le climat, récemment, qui a à la Cour des droits de l'homme qui ont eu un gain de cause. Dans le domaine de la durabilité, effectivement, j'ai l'impression que souvent ce qu'on attend des juges, c'est d'utiliser leur marge d'interprétation de la loi et de ne pas forcément se baser sur la jurisprudence et sur le passé, pour essayer de faire une différence et puis de créer une nouvelle jurisprudence qui informe le futur. Est-ce que vous avez l'impression que l'utilisation de l'IA, qui du coup est basée uniquement sur le passé, si elle est utilisée comme assistant de décision, va avoir tendance à brider le pouvoir discrétionnaire des juges, ou est-ce qu'à votre avis l'humain qu'il y a derrière en fait pourra suffisamment se départir des décisions précédentes? Alors, premièrement, les juges vont déjà regarder les décisions précédentes de toute façon. Donc, eux aussi doivent s'informer et savoir quelles sont les décisions précédentes. Pour les affaires comme celles qui sont assez importantes et où on n'a pas suffisamment d'expertise encore, ce ne serait pas utile qu'on utilise. Donc, on utilisera peut-être une intelligence artificielle pour la recherche ou quelque chose, mais je ne pense pas que quelqu'un aimerait utiliser un outil pour prendre vraiment la décision. Et je pense qu'on ne peut pas, en fait, pour des affaires qui touchent aux droits humains, par exemple, je ne pense pas qu'on peut. Mais la question, je crois qu'il y a une question plus générale. Si on utilise, disons pour d'autres litiges, si on utilise des logiciels de AI pour aider à la prise de décision, est-ce que le juge ne va pas enfin dire « bon, le logiciel dit ça, alors je fais ça », parce qu'en fait, j'ai envie d'aller à la maison. Donc là, peut-être,
disons, il y a des problèmes si les systèmes ne sont pas encore suffisamment bons pour adresser la question. Et enfin, je ne pense pas qu'on souhaite remplacer les juges de manière générale. Je pense que ça ne ferait aucun sens. Ça ferait juste un sens pour les décisions où le juge lui-même serait presque comme une machine, parce qu'il y a une règle qu'il applique, il y a des preuves qui sont claires, il y a un résultat qui est moyennement important par rapport à la valeur en litige. Et là, on peut simplifier la vie au juge, parce que ce ne serait pas du tout intéressant pour lui non plus, forcément, de traiter ce cas, qui est aussi assez répétitif. Mais pour toute autre décision, moi, je regarderai la chose avec beaucoup de prudence. Et pour chaque décision qui réclame une discrétion, je pense qu'il faut l'être humain derrière. Et même pour les cas simples, comme vous l'avez dit, je pense qu'on pourrait avoir une première instance en ligne, disons, mais après, s'il y a des soucis, il faudra quand même réintroduire les humains qui regardent le cas. Voilà. D'autres questions? Oui. Vous avez parlé des produits qui nécessitent l'utilisation d'un logiciel, souvent d'un logiciel et d'un firmware, des mises à jour qui peuvent opérer. Souvent, le produit n'est pas forcément utilisable dès qu'on l'achète parce que le firmware n'est pas terminé ou le logiciel n'est pas abouti. Dans le cas de produits qui pourraient être dangereux, est-ce que là, l'IA pourrait apporter une aide, ou est-ce qu'au contraire, ça serait quelque chose de plutôt ennuyeux, dans le sens où il y a un nombre de données importantes, de versions, de concurrence de versions, et comment faire? Je pense que les logiciels, ils sont introduits au marché quand même seulement à un moment où ils fonctionnent déjà assez bien. Donc ça dépend de quel type de logiciel vous parlez. Alors là, je parle de logiciels donc en relation avec des produits. Donc je ne sais pas, je pense par exemple à un logiciel en relation avec une voiture ou un logiciel en relation avec une tondeuse. Des produits qui peuvent effectivement représenter un danger, voire une machine à laver, enfin... Tous ces produits maintenant qui... Oui. Voilà. Alors là, il y a la législation sur la responsabilité du fait des produits qui n'a pas visé à l'origine ces produits basés sur AI. Mais on a compris que les outils de AI sont quand même aussi des produits qui peuvent créer des problèmes comme d'autres produits classiques. Le problème qui se pose, c'est comme vous dites, le logiciel change. Donc on vise, pour une responsabilité, normalement on vise le moment auquel le produit a été mis sur le marché. Et après, les producteurs de ces logiciels pourraient dire mais maintenant le logiciel a appris certaines choses, c'est plus le même produit, donc moi je n'ai pas de responsabilité. Et là, justement, c'est les législateurs qui doivent intervenir pour régler cette situation. Parce qu'il faut quand même que le producteur reste responsable, qu'il met à disposition des mises à jour. S'il y a des mises à jour qui sont fausses, qu'il reste de même responsable, etc. Et ça, c'est une législation qui s'est déjà faite au niveau de l'Union européenne et qui se fera aussi dans d'autres pays. Vous avez dit au début de votre présentation que l'IA va beaucoup plus vite que le droit. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de votre rôle du législateur? L'IA, il y a 2 ans, on a l'impression qu'en 2 ans, ça a avancé comme pas possible. Comment vous voyez l'évolution de votre rôle à vous et du législateur? Je ne suis pas le législateur, mais disons, vous voulez dire le rôle comme juriste ou les rôles des législateurs? Oui, les deux en fait. Alors, je pense que les législateurs, je pense généralement aux juristes, ça a pris du temps de comprendre déjà qu'est-ce que c'est le AI, comment ça fonctionne, parce que nous, on n'est pas du tout des techniciens qui comprennent ces choses. Après, il a fallu identifier quand ça pose problème, est-ce qu'on peut résoudre les problèmes avec les mécanismes classiques qu'on a, est-ce qu'il faudra autre chose? Et je pense que maintenant, on s'est rendu compte qu'il faudra quand même une réglementation des systèmes de AI en vue de leur potentiel danger. Et là, ce processus était mis en marche. Donc, on va réglementer ces logiciels. On espère qu'à un moment donné, il y a plus de transparence, il y a des données qui sont plus uniformes, il y a peut-être des supercomputers déjà au niveau de l'Union européenne auxquels ceux qui développent ces systèmes peuvent avoir accès pour être sûr que les données qui sont utilisées sont sûres, etc. Donc, tout ça est déjà en train de se faire.
Et je pense qu'on rattrape un peu le retard. Après, il y a encore des discussions à avoir sur est-ce qu'on peut introduire l'intelligence artificielle aux tribunaux, etc. Mais j'ai l'impression que maintenant, il y a un train qui s'est mis en route qui devient de plus en plus rapide. Donc vous allez voir beaucoup plus de législation, différentes réactions des législateurs. Vous avez parlé de discrimination. Imaginez, je candidate pour un travail, je suis refusé en finale, et c'est justement une IA qui a refusé mon dossier. J'imagine que ce n'est pas facile de le prouver. Qu'est-ce que je peux faire? Quels sont mes recours? Alors, il faudra regarder qu'est-ce que votre droit national prévoit en termes de règles contre la discrimination. Le cas, c'est, par exemple, il y avait un cas à Amazon, où Amazon a utilisé un outil qui était discriminatoire contre les femmes. Et en résultat, Amazon a dû enlever cet outil. Donc, si vous détectez une discrimination claire, vous avez les moyens d'adresser la situation. Mais comme je disais avant, il y a d'autres outils qui se développent un peu en parallèle, comme par exemple les actions collectives qu'on peut engager en cas de discrimination de plusieurs personnes. Donc je pense que ça, c'est un outil aussi assez intéressant parce que sachant que ça existe, quelqu'un qui développe un outil discriminatoire, il ne va pas le faire, ou il va essayer tout pour être transparent et pas discriminatoire. Donc, si vous avez des règles en place et des mécanismes aussi, comme par exemple des mécanismes d'action collective en place, le problème est un peu plus sous contrôle, je dirais. Une dernière question, avant la fin de cette conférence. Une dernière. Merci. Encore une question pour vous. Vous avez parlé de l'Union européenne qui produit de la législation maintenant sur l'IA avec le IA Act. D'un point de vue un peu géostratégique, certains analystes disent que l'Europe, c'est un peu la direction qu'elle prend, c'est que l'Europe produit de la réglementation et que c'est comme ça qu'elle se place sur le champ numérique, alors que les États-Unis produisent beaucoup de technologies, la Chine aussi plutôt d'un niveau étatique. Est-ce que vous avez l'impression que les réglementations de l'Union européenne vont être prises ailleurs dans le monde, à part des pays comme la Suisse qui sont quand même pas mal à l'intérieur de celle-ci? Je pense que oui. Premièrement aussi, ça dépend, mais premièrement, si vous voulez introduire vos logiciels partout, et il y a déjà un grand bloc qui a une réglementation, vous avez intérêt à ne pas contredire les règles qui existent déjà. Donc forcément, on sera influencé. Et je pense qu'on va quand même aussi regarder le contenu du AI Act pour savoir est-ce que c'est la juste façon d'adresser les problèmes, parce que tout le monde doit adresser les problèmes. Mais je pense que c'est comme le GDPR. Donc, on a eu une législation et après, tout le monde a regardé cette législation, a essayé de s'adapter parce que par force, il faudra. Donc, je pense que le fait qu'on a déjà un grand bloc qui essaye de réglementer la chose a un impact sur tous les autres. Merci beaucoup, Evalin. Merci. Vous retrouverez cette conférence sur YouTube, le YouTube de l'UNIL, la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup.